Je m'appelle Sierra Thompson, et j'avais 34 ans lorsque ma sœur m'a regardé droit dans les yeux, et m'a dit de trouver un autre endroit où mourir. 3 jours après les funérailles de nos parents, alors que j'utilisais encore une canne suite à l'accident de voiture qui avait failli me tuer 2 ans plus tôt, Victoria s'est tenue sur le seuil de la seule maison qu'il me restait, et a prononcé ces mots sans verser une seule larme. Elle avait apporté des cartons de déménagement. Elle avait amené son mari, et elle avait manifesté une cruauté que je ne lui avais jamais connue. Nos parents venaient d'être enterrés. Les fleurs sur leur tombe n'avaient même pas encore fané. Et ma sœur, mon propre sang, était en train de me chasser de la maison où j'avais passé les 2 dernières années à me rétablir, à guérir, et à prendre soin des personnes même qu'elle ne visitait presque jamais. Elle pensait que je n'avais rien. Elle me croyait inutile. Elle avait tort. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans le bureau de l'avocat 3 jours plus tard, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. Pour comprendre pourquoi ces mots m'ont blessé plus profondément que n'importe quel couteau, je dois vous ramener au jour où tout a changé. 2 ans avant la mort de mes parents, j'étais architecte paysagiste avec ma propre petite entreprise à Hartford. Je concevais des jardins pour de riches clients, je restaurais des domaines historiques, et je venais de décrocher un contrat avec la Société botanique de la ville. La vie était belle. La vie avait un sens. Puis, un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Je ne me souviens pas de l'impact. Je me souviens seulement de m'être réveillé dans une chambre d'hôpital, avec des tiges de métal dans la colonne vertébrale, et des médecins m'expliquant que je ne pourrais peut-être plus jamais marcher. L'opération a duré 11 heures. La convalescence prendrait des années. Mon appartement avait des escaliers que je ne pouvais pas monter. Mon bureau avait des projets que je ne pouvais pas gérer. Mes économies avaient des limites, que les factures médicales ne respectaient pas. Alors, quand mes parents m'ont offert leur chambre d'amis au rez-de-chaussée, j'ai dit oui. J'ai réemménagé dans la maison où j'ai grandi, dans la chambre qui avait encore mes trophées d'athlétisme du lycée sur l'étagère. Pendant 18 mois, j'ai utilisé un fauteuil roulant. J'ai appris à naviguer entre les cadres de porte, sur les carreaux de la salle de bain, et à subir l'humiliation particulière d'avoir besoin d'aide pour des choses que je faisais seul depuis l'enfance. Ma mère me lisait des histoires les mauvais jours. Mon père a construit une rampe pour la terrasse arrière, pour que je puisse m'asseoir dans le jardin. Victoria appelait une fois par mois, parfois moins. Elle ne demandait jamais de nouvelles de ma kinésithérapie. Elle ne demandait jamais comment je m'en sortais. Les rares fois où elle appelait, si je répondais au téléphone, sa réponse était toujours la même. « Oh, tu es encore là. Passe-moi maman. » Encore là? Comme si j'étais une tâche qui ne voulait pas partir. Ce que Victoria ne savait pas, ce qu'elle n'a jamais pris la peine de demander, c'est que 4 mois avant la mort de nos parents, j'avais recommencé à marcher. D'abord avec un déambulateur, puis avec une canne. Je guérissais. Je devenais plus forte. Mais pour elle, je serai toujours celle qui ne sert à rien. Le Noël avant la mort de nos parents, Victoria est rentrée avec sa famille parfaite. Derek portait un manteau en cachemire qui coûtait plus cher que mes factures médicales mensuelles. Leurs 2 enfants, Emma et Jacques, couraient dans la maison comme si elle leur appartenait. Victoria dirigeait tout le monde comme un metteur en scène, réarrangeant les meubles, critiquant la disposition de la table de ma mère, nous rappelant à tous comment les choses devaient être faites. J'ai passé 3 jours à préparer les plats préférés de ses enfants. Macaroni au fromage maison pour Jacques, pancakes aux pépites de chocolat pour Emma. Je l'ai fait debout au comptoir, ma canne appuyée contre la cuisinière, mon dos hurlant de douleur après 20 minutes, parce que je voulais contribuer. Je voulais être utile. Le matin de Noël, tout le monde s'est réuni dans le salon pour la photo de famille annuelle. Mon père a installé le trépied. Ma mère a ajusté les décorations sur le sapin. Les enfants se disputaient pour savoir qui se mettrait devant. Victoria m'a regardé et a souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. « Sierra, peut-être que tu devrais ne pas être sur celle-ci. Nous voulons une belle photo pour la carte de Noël. » Le silence s'est fait dans la pièce. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mon père fixait l'appareil photo comme s'il n'avait pas entendu. C'est juste que Victoria haussa les épaules, le fauteuil roulant ne correspond pas vraiment à l'esthétique, tu sais. Je n'étais même plus en fauteuil roulant. J'étais debout avec une canne, mais je n'ai pas discuté. J'avais appris que me disputer avec Victoria ne faisait que lui donner des munitions.
Alors, j'ai souri, j'ai hoché la tête, et je suis allé dans la cuisine. À travers la fenêtre, j'ai regardé ma famille posée sans moi. J'ai entendu le déclic de l'obturateur 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je ne savais pas à ce moment-là que mon père avait tout vu, et je ne savais pas ce qu'il a fait le lendemain matin. Mes parents sont morts un mardi de mars. Ils s'envolaient pour la Californie pour le mariage d'un vieil ami d'université. Un vol privé, 6 passagers, un ciel dégagé. L'avion s'est écrasé quelque part au-dessus du Nevada. Ils ont dit que c'était une panne mécanique. Ils ont dit que ça avait été rapide. J'étais dans le jardin quand l'appel est arrivé, en train de tailler les rosiers que ma mère avait plantés 15 ans auparavant. Le téléphone a sonné, et 30 secondes plus tard, mon monde entier s'est effondré. Victoria est arrivée pour les funérailles. Elle s'est occupée de tout. L'organisation, les fleurs, la liste des invités. J'étais trop anéanti pour la contredire. Je me suis assise au premier rang pendant la cérémonie, et j'ai réalisé que je ne reconnaissais pas la moitié des gens présents. Les amis de Victoria, les contacts de Victoria, des gens qui n'avaient jamais rencontré mes parents, mais qui voulaient être vus en train de présenter leurs condoléances. 3 jours après les avoir enterrés, Victoria a demandé à me parler en privé. Elle m'a trouvé dans le salon, entouré de cartes de sympathie que je n'arrivais pas à me résoudre à ouvrir. Elle ne s'est pas assise. Elle s'est tenue sur le seuil de la porte, les bras croisés, avec Derek planant derrière elle comme une ombre. J'ai parlé à l'avocat, a-t-elle dit. Tout me revient, la maison, les comptes, tout. J'ai levé les yeux. Quel avocat? L'avocat. Elle a agité la main d'un air dédaigneux. L'avocat de la succession de papa et maman. Il l'a confirmé. Est-ce qu'il t'a donné des documents? Une copie du testament? L'œil de Victoria a eu un léger spasme. Je n'ai pas besoin de te montrer quoi que ce soit. Tu as 2 semaines pour trouver un autre endroit où vivre. Une sensation glaciale s'est installée dans mon estomac. Victoria avait dit l'avocat. Pas un nom, pas un cabinet, juste l'avocat. Mes parents avaient fait appel à Harold Whitmore pendant plus de 20 ans. Si Victoria lui avait vraiment parlé, elle aurait prononcé son nom. Elle bluffait. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans le bureau de mes parents, et j'ai fait le point sur ma vie. Pas de travail. J'avais fermé mon entreprise 18 mois plus tôt, quand les factures médicales avaient rendu impossible de continuer. Pas d'économie. Le peu que j'avais était parti en ticket modérateur, en spécialiste, et en une parade sans fin de prescriptions qui empêchait ma colonne vertébrale de se bloquer. Pas de revenus. Les allocations d'invalidité couvraient à peine le strict nécessaire. Et maintenant, apparemment, plus de maisons. J'ai regardé autour de moi dans la pièce. Le bureau de mon père, usé et poli par 40 ans d'utilisation. Le fauteuil de lecture de ma mère. Le tissu délavé là où elle posait toujours sa tête. La fenêtre qui donnait sur le jardin que nous avions créé ensemble. Elle plantait. Je concevais. Nous rêvions toutes les deux de ce qu'il pourrait devenir. Cette maison n'était pas seulement 4 murs et un toit. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas. Où j'ai appris à faire du vélo dans l'allée. Où ma mère m'a appris à cuisiner, et mon père à argumenter. Chaque pièce contenait un souvenir. Chaque recoin gardait une partie de mes parents. Si je partais maintenant, je ne perdrais pas seulement une maison. Je les perdrais à nouveau. Et pire encore, je donnerais raison à Victoria. J'accepterais d'être inutile, de ne pas mériter d'être là, de ne rien valoir. Je ne pouvais pas accepter ça. Je ne le ferai pas. J'ai commencé à ouvrir les tiroirs, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Un indice que Victoria avait tort. Dans le tiroir du bas du bureau de mon père, sous de vieilles déclarations d'impôts et des photographies délavées, j'ai trouvé une carte de visite. Harold Whitmore, avocat spécialisé en succession. Je l'ai retournée. Au dos, de l'écriture soignée de mon père, il y avait 6 mots. Appelle-le. Il sait tout. Mon père n'écrivait jamais de notes. Jamais. Alors pourquoi celle-ci? 3 jours plus tard, Victoria est revenue. J'étais dans le salon, en train de m'entraîner à marcher sans la canne. Le kinésithérapeute avait dit que j'étais prête à essayer. Je voulais prouver que je pouvais faire quelque chose par moi-même. La porte d'entrée s'est ouverte en claquant. Victoria est entrée, portant des boîtes en carton, suivie de Derek qui en portait d'autres.
Elle les a laissés tomber à mes pieds, le bruit sourd résonnant dans la pièce. Fais tes cartons, a-t-elle dit. Tu as jusqu'à vendredi. Victoria, j'ai besoin de plus de temps. Je suis encore quoi? Encore en train de faire semblant d'être malade. J'ai eu un accident de voiture. Tu le sais. Il y a 2 ans, a-t-elle lancé en donnant un coup de pied dans l'une des boîtes vers moi. Tu en as assez profité. Derek s'est agité, mal à l'aise. Chérie, peut-être qu'on devrait rester en dehors de ça. Derek, derrière moi, j'ai entendu Rose, l'infirmière qui s'était occupée de mes parents dans leurs derniers mois, entrer depuis la cuisine. Elle s'est arrêtée sur le seuil, les yeux écarquillés. À côté d'elle se tenait Maggie, notre voisine depuis 40 ans, qui était venue déposer une tourte. Elles ont toutes les deux entendu ce qui a suivi. Victoria s'est approchée, assez près pour que je puisse sentir son parfum, quelque chose de cher et de piquant. Elle m'a regardé comme on regarde des ordures qu'il faut sortir. Trouve un autre endroit où mourir, a-t-elle dit. Tu es inutile maintenant. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Rose a émis un petit son. La main de Maggie s'est portée à sa poitrine. Victoria ne leur a même pas jeté un regard. Pour elle, elles étaient invisibles, sans importance. Mais j'ai vu Rose faire quelque chose d'étrange. Elle a sorti un petit carnet de sa poche et y a noté quelque chose. Rapidement, discrètement, comme si elle notait les signes vitaux d'un patient. À ce moment-là, je n'ai pas compris pourquoi. Plus tard, je comprendrai. Maggie a été la première à bouger. Elle s'est avancée, sa silhouette de 70 ans soudainement rigide, avec le genre de colère que seules des décennies d'amitié peuvent produire. Elle connaissait ma mère depuis avant ma naissance. Elle m'avait tenu dans ses bras quand j'étais bébé. Elle avait vu grandir les 2 filles Thompson, et elle avait clairement choisi son camp. Victoria Eileen Thompson. La voix de Maggie aurait pu couper du verre. Ta mère se retournerait dans sa tombe si elle t'entendait en ce moment. Victoria s'est retournée lentement, son visage affichant une confusion polie. Je suis désolé. Qui vous a invité dans cette conversation? Je connais cette famille depuis 40 ans, plus longtemps que tu n'es en vie, jeune fille. C'est une affaire de famille. J'étais de la famille avant que tu apprennes à marcher. Maggie s'est placée à côté de moi, sa main trouvant mon bras. Elane aimait ses 2 filles, mais elle n'était pas aveugle, Victoria. Aucune de nous ne l'était. Quelque chose a vacillé sur le visage de Victoria. De l'incertitude peut-être, ou juste de l'agacement d'être défié. Derek s'est avancé, cherchant à prendre le coude de sa femme. Vic, allez. On pourra en discuter plus tard. Ne me touche pas. Elle s'est dégagée, sa voix montant. Ma mère m'a laissé responsable. Pas elle. Pas une voisine qui pense avoir son mot à dire. Ta mère ne t'a laissé responsable de rien du tout. Les mots de Maggie étaient calmes. Définitif. Pas encore. La pièce est devenue immobile. La mâchoire de Victoria s'est crispée. Elle m'a regardé, puis Maggie, puis Rose, qui se tenait toujours sur le seuil de la cuisine avec son carnet. Très bien. Victoria a attrapé le bras de Derek et l'a tiré vers la porte. Vendredi, Sierra. Je veux que tu sois parti d'ici vendredi. La porte a claqué derrière eux. Maggie a serré mon bras. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce n'est pas fini. J'aurais aimé pouvoir la croire. Le lendemain matin, Derek est revenu seul. Je l'ai trouvé debout sur le porche, les mains dans les poches, l'air d'un homme qui avait perdu une dispute avec son propre reflet. Quand j'ai ouvert la porte, il a sursauté. Victoria ne sait pas que je suis là, a-t-il dit rapidement. On peut parler? Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, lui sur le bord du fauteuil de ma mère, moi sur le canapé avec ma canne appuyée contre la coudoir. Il n'osait pas croiser mon regard. Écoute, a-t-il commencé, à propos d'hier. Victoria est sous une énorme pression. La pression de mettre sa sœur handicapée à la porte de la maison de ses parents décédés. Il a grimacé. Ce n'est pas personnel, Sierra. On a juste vraiment besoin de l'argent. Je suis resté très calme. Besoin. La maison seule vaut. Il s'est arrêté, se reprenant. Je veux dire, la succession devrait être réglée rapidement, pour le bien de tous. Derek. Je me suis penché en avant. Qu'est-ce qui se passe?
Il est resté silencieux un long moment. Puis, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, on a des problèmes. Les investissements que j'ai faits l'année dernière, ils n'ont pas marché. On doit beaucoup d'argent, plus que ce qu'on peut couvrir. Combien? Il a regardé le plafond, le sol, n'importe où sauf moi. 400 000, à peu près. Le chiffre flottait entre nous comme de la fumée. La banque menace de saisir notre maison, a-t-il continué. L'école des enfants demande les frais de scolarité pour le prochain semestre. Victoria essaie de tout maintenir à flot, mais Derek. La voix de Victoria, tranchante comme une lame, venait de l'embrasure de la porte. Nous avons tous les deux sursauté. Je ne l'avais pas entendu arriver en voiture. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle lui a attrapé le bras, ses jointures blanches. « On y va, maintenant. » Derek a articulé quelque chose dans ma direction alors qu'elle l'entraînait dehors. C'était peut-être désolé. C'était peut-être à l'aide. Je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être en ce moment. Pourquoi ne t'es-tu pas défendu, Sierra? Pourquoi n'as-tu rien dit? Je me suis posé la même question. Mais voici ce que j'ai appris. Parfois, la meilleure réponse n'est pas une réponse du tout. Si vous avez déjà été dans une situation où quelqu'un vous a sous-estimé, écrivez « je sais » dans les commentaires. Et si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé au bureau de l'avocat 3 jours plus tard, continuez à regarder. Maintenant, revenons à l'histoire. Ce soir-là, j'ai retrouvé la carte de visite. Harold Whitmore, avocat spécialisé en succession. L'écriture au dos semblait briller sous la lampe de bureau. Appelle-le. Il sait tout. J'ai composé le numéro avant de pouvoir me dissuader. Le téléphone a sonné 2 fois, puis une voix, profonde et posée. Cabinet d'avocat Whitmore. Monsieur Whitmore, c'est Sierra Thompson. La fille de Robert et Elané. Une pause, puis une voix plus chaleureuse. Mademoiselle Thompson, j'attendais votre appel. Quelque chose dans son ton m'a fait serrer le téléphone plus fort. Vraiment? Votre père m'avait dit que vous prendriez contact. Il en était d'ailleurs assez convaincu. Des papiers ont bruissé en arrière-plan. Je crois comprendre que votre sœur a fait des déclarations concernant la succession. Elle dit que tout lui revient. Elle dit que vous l'avez confirmé. Un rire sec. Je n'ai pas parlé à Victoria depuis la fête d'anniversaire de vos parents il y a 3 ans. Elle n'a certainement pas contacté mon cabinet. Le soulagement qui m'a envahi était presque étourdissant. Alors, elle ment. Je ne me permettrai pas de qualifier les déclarations de votre sœur. Ce que je peux vous dire, c'est que vos parents ont été très précis sur leur volonté. Il a fait une pause. Très précis, mademoiselle Thompson. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'aimerais que vous veniez à mon bureau avant la lecture officielle. Certains aspects du testament nécessitent un contexte. Une autre pause, plus longue cette fois. Des choses que personne d'autre ne sait, pas même votre sœur. J'ai noté l'heure du rendez-vous avec des mains tremblantes. Mademoiselle Thompson. Sa voix s'est adoucie. Votre père a modifié son testament il y a 6 mois, juste après Noël. Il m'a dit qu'il voyait enfin les choses clairement. La photo de Noël, celle sur laquelle je n'étais pas, il avait donc tout vu. La veille de la lecture officielle du testament, Rose est venue me dire au revoir. Elle se tenait sur le porche, un gilet serré autour de ses épaules, semblant plus petite que dans mon souvenir. Pendant 8 mois, elle avait été une présence constante dans cette maison, prenant les constantes de mes parents, gérant leurs médicaments, s'asseyant avec ma mère pendant les longues nuits où la douleur la tenait éveillée. Maintenant, son travail était terminé, et elle passait à une autre famille, un autre patient, une autre fin. Je voulais vous donner quelque chose, a-t-elle dit. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un carnet relié en cuir, usé et doux sur les bords. Je l'ai reconnu immédiatement. L'écriture de ma mère couvrait la page visible, ses lettres cursives amples, la façon dont elle appuyait toujours trop fort avec le stylo. Votre mère m'a demandé de garder ceci en sécurité. Rose m'a mis le carnet dans les mains. Elle a dit que vous en auriez besoin un jour. Elle a dit que vous sauriez quand. J'ai tracé les initiales de ma mère sur la couverture. Qu'y a-t-il dedans? Ses pensées, ses journées, ses observations. Rose a hésité. Les dernières pages parlent de vous et de votre sœur. Je ne les ai pas lues. Ce n'était pas ma place.
Mais je pense qu'elle voulait que vous compreniez quelque chose. Comprendre quoi? Rose a jeté un coup d'œil vers la rue comme pour vérifier que nous étions seuls. Il y a autre chose chez Monsieur Whitmore. Votre mère a enregistré un message il y a quelques mois, une vidéo. Elle a croisé mon regard. Elle a été très claire sur le moment où il devrait être diffusé. Ma gorge s'est serrée. Rose, pourquoi me dites-vous cela? Elle a tendu la main et a serré la mienne. Votre mère savait, Sierra. Elle savait ce que Victoria ferait, et elle s'est préparée. Rose s'est reculée vers sa voiture. Vos parents vous aimaient toutes les deux, mais ils n'étaient pas aveugles. Le carnet semblait lourd dans mes mains, comme une promesse, comme un avertissement. Victoria a organisé la réception commémorative comme elle organisait tout, de manière coûteuse, et sans consulter personne. Le restaurant était italien, haut de gamme, le genre d'endroit avec des serviettes en tissu et des serveurs qui se présentent par leur nom. Elle avait loué le salon privé, organisé le traiteur, envoyé des invitations sur du papier cartonné crème avec les noms de mes parents embossés en or. Elle ne m'avait pas consulté pour le menu. Elle ne m'avait pas consulté pour la liste des invités. Elle ne m'avait rien demandé du tout. Je suis arrivé en retard. Mon taxi était resté coincé dans les embouteillages, et marcher depuis le parking avec ma canne avait pris plus de temps que prévu. Au moment où j'ai atteint l'entrée de la salle privée, Victoria était déjà debout au bout de la longue table, un verre de vin à la main, en train de faire un discours. 40 personnes étaient assises devant elle, des oncles et tantes que je reconnaissais à peine, des amis de mes parents dont j'avais oublié les noms. Les associés de Derek, le club de lecture de Victoria, une mère de visage, certains en deuil, la plupart juste là pour être vus. Point ont travaillé toute leur vie pour cette famille, disait Victoria, sa voix portant cette intonation particulière qu'elle utilisait quand elle voulait que les gens l'admirent. Et je promets d'honorer cet héritage. Cette maison, cette communauté, tout ce qu'ils ont construit, je le protégerai. Elle disait cette famille comme une revendication, comme un acte de propriété. Je me tenais sur le seuil, et pas une seule personne dans cette pièce ne m'a remarqué. Maman et papa seraient si fiers de ce que nous avons accompli, a continué Victoria. Le nom des Thompson perdurera. Je m'en assurerai. J'ai serré ma canne jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Elle ne m'avait pas mentionné une seule fois. Pas une seule fois. C'était comme si j'avais déjà été effacé de la famille qu'elle était si déterminée à protéger. Quelqu'un dans la foule m'a remarqué, debout. Un murmure a parcouru la salle, les têtes se sont tournées. Le discours de Victoria a vacillé un instant, avant qu'elle ne se reprenne avec un sourire étudié. Sierra, tu as réussi à venir. La façon dont elle l'a dit, comme si ma présence était une légère surprise, une pensée après coup, m'a donné la chair de poule. Je me suis dirigé vers une chaise vide près du fond, ma canne tapant contre le sol poli dans le silence. Victoria. C'était tante Dorothy, la sœur aînée de mon père, qui parlait du milieu de la table. Et Sierra? Où va-t-elle vivre maintenant? La question est restée en suspens. 40 perdus ont oscillé entre nous. Le sourire de Victoria n'a pas faibli. Sierra a ses propres projets. Elle est en transition. En transition vers où, a insisté Dorothy. Victoria a haussé les épaules délicatement. Où elle pourra se débrouiller. Elle a toujours été pleine de ressources. Quelques personnes ont ri. De petits rires, des rires nerveux, le genre de rire que les gens font quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Mais ils ont ri. Je suis resté là, avec ma canne, sentant le poids de chaque regard. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec jugement. La plupart ont simplement détourné les yeux, mal à l'aise, impatients de retourner à leur vin et à leur conversation. Victoria est passée près de moi en se dirigeant vers une autre table pour saluer quelqu'un. En passant, elle s'est penchée près de moi. Je t'avais dit de rester à la maison, a-t-elle murmuré. Tu te mets dans l'embarras. Je n'ai pas répondu. Je me suis souvenu de ce que Harold Whitmore avait dit lorsque je lui avais rendu visite à son bureau ce matin-là. Laissez-la parler. Plus elle en dit maintenant, plus le silence sera assourdissant plus tard. Alors, j'ai trouvé ma place. J'ai croisé les mains sur mes genoux, et j'ai attendu. Victoria n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Maggie est arrivée 20 minutes plus tard, vêtue de noir, et avec un regard à faire tourner le lait. Elle a balayé la pièce du regard jusqu'à ce qu'elle me trouve, seule à ma table d'angle, poussant la nourriture dans mon assiette sans manger. Puis son regard s'est porté sur Victoria,
qui tenait salon près du bar, riant de quelque chose que Derek avait dit. La mâchoire de Maggie s'est crispée. Elle s'est dirigée droit vers moi. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-elle demandé en s'asseyant. « Ce que Dorothy vient de me dire ? Est-ce que Victoria a vraiment dit que tu es en transition ?» J'ai hoché la tête. Maggie s'est relevée. Avant que je puisse l'arrêter, elle a élevé la voix, assez fort pour couper toutes les conversations dans la pièce. Eleanor et Robert auraient honte s'ils pouvaient voir ça. Le silence s'est fait. Victoria s'est retournée, son verre de vin figé à mi-chemin de ses lèvres. « Pardon ?» La voix de Victoria était glaciale. « Tu m'as entendu. » Maggie n'a pas bronché. « Cette fille, a-t-elle dit en me montrant du doigt, s'est occupée de tes parents chaque jour pendant que tu étais trop occupé pour leur rendre visite. Elle les a lavés. Elle les a nourris. Elle a tenu la main de ta mère quand elle avait peur. » La voix de Maggie s'est brisée, mais elle a continué. « Que as-tu fait, Victoria ? Envoyer des fleurs ? Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. » Derek s'est avancé, tendant la main vers le bras de Victoria, mais elle l'a repoussé. « Vous n'avez aucun droit. »« J'ai tous les droits. J'ai été la meilleure amie d'Eleanor pendant 40 ans. » Maggie s'est placée à côté de moi, sa main sur mon épaule. « Et je sais exactement quel genre de fille tu as été. » Le silence était absolu. Quelqu'un a toussé. Une fourchette a cliqueté contre une assiette. Le visage de Victoria était passé du rouge au blanc. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son assurance, quelque chose d'incertain. Maggie s'est penchée et m'a murmuré à l'oreille. J'ai parlé à Harold ce matin. Il m'a dit ce qui allait se passer. Attends juste, ma chérie. Attends juste. 3 jours plus tard, je suis entré dans le bureau de Harold Whitmore, au 12e étage du Hartford Financial Building. La réceptionniste m'a dirigé vers une salle de conférence au bout du couloir, tout en bois sombre et fauteuil en cuir, avec des fenêtres allant du sol au plafond qui donnaient sur la ville, le genre de pièce où des choses importantes se passaient. Victoria était déjà là. Elle était assise en bout de table comme si elle en était la propriétaire, son sac Hermès posé juste comme il faut, sa posture parfaite. Derek était assis à côté d'elle, faisant défiler son téléphone avec l'énergie désespérée d'un homme qui voulait être n'importe où ailleurs. J'ai pris place en face d'eux. Ma canne était appuyée contre la chaise. Victoria ne m'a pas regardé. Harold Whitmore est entré avec une mallette en cuir, suivi d'un sténographe judiciaire. Il était plus âgé que dans mon souvenir, les cheveux argentés, distingués, avec le genre de calme qui vient de décennies passées à annoncer des nouvelles qui changent une vie à des gens qui ne sont pas prêts à les entendre. « Merci à tous d'être venus », a-t-il dit en s'installant dans son fauteuil. Avant de commencer la lecture formelle, je dois vérifier quelques points. Il a ouvert un dossier en manille et a regardé Victoria. « Madame Hartley, avez-vous déjà vu le testament complet que vos parents ont déposé auprès de mon cabinet ?» Victoria s'est redressée. « J'ai vu le testament. » « Oui. Il était dans la table de chevet de ma mère. » Le document dans la table de chevet. Harold a hoché la tête lentement. « Pouvez-vous le décrire ?» 4 pages. Langage juridique standard. Tout me revenait en tant que fille aînée. Harold a retiré ses lunettes et les a nettoyées avec un chiffon. Le geste était lent, presque théâtral. « Madame Hartley, a-t-il dit calmement. Avez-vous déjà vu le testament complet, ou juste le résumé que votre mère gardait comme copie de référence ?» La main de Victoria s'est crispée sur son sac. Pour la première fois, son sourire a disparu. « De quoi parlez-vous ?» La voix de Victoria avait maintenant une pointe d'agressivité. Un résumé. C'était le testament. Harold a ouvert sa mallette et en a sorti un épais document relié en bleu. Il l'a posé sur la table entre nous. Ceci est le dernier testament et les dernières volontés de vos parents. 32 pages. Rédigé il y a 6 mois dans ce bureau, attesté par 2 de mes associés, notarié et déposé auprès du tribunal des successions. Victoria s'est penchée en avant. C'est impossible. J'ai vu le testament. Il était daté d'il y a 5 ans. Il disait ce que vous avez vu, Madame Hartley, était une version préliminaire. Vos parents la gardaient dans leur table de chevet comme référence, mais ils ont considérablement mis à jour leur plan de succession avant leur décès. Harold a tapoté le document. Ceci est la version légale. La seule qui compte.
Le téléphone de Derek est tombé sur la table avec un bruit sec. Il ne l'a pas ramassé. C'est une fraude. Victoria s'est levée, sa chaise grinçant sur le parquet. Vous l'aidez à commettre une fraude. Elle a probablement falsifié un Madame Hartley. La voix de Harold n'a pas haussé le ton, mais elle s'est durcie. Je suis l'avocat de votre famille depuis 22 ans. J'ai rédigé le premier testament de vos parents quand vous aviez 15 ans. Je ne commets pas de fraude, et je n'apprécie pas cette insinuation. Victoria a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses mains tremblaient. Asseyez-vous, a dit Harold. Ce n'était pas une demande. Elle s'est assise. J'ai regardé le visage de ma sœur passer par une série d'émotions, l'incrédulité, la colère, la peur. Quand elle m'a enfin regardé, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Il n'aurait pas fait ça, a-t-elle murmuré. Il n'aurait pas fait ça. Harold a commencé à tourner les pages. Peut-être devrions-nous laisser vos parents parler pour eux-mêmes. La pièce semblait plus petite, l'air plus rare, et j'ai réalisé que tout était sur le point de changer. Harold lisait lentement, délibérément, donnant du poids à chaque mot. À notre fille, Victoria Louise Thompson Hartley. Nous léguons notre portefeuille d'investissement, évalué à environ 14 millions d'euros, qui sera détenu dans une fiducie gérée. Victoria pourra retirer un maximum de 50 000 euros par an, le reste devant être distribué à ses enfants à leur 30e anniversaire. Victoria a émis un son comme si elle avait reçu un coup. Une fiducie? Derek s'est penché en avant. Qu'est-ce que vous voulez dire, une fiducie? Nous avons besoin de cet argent maintenant. Harold a continué comme si Derek n'avait pas parlé. Le document inclut une lettre de vos parents expliquant leur raisonnement. Dois-je la lire? Oui, ai-je dit avant que Victoria ne puisse s'y opposer. Harold a ajusté ses lunettes. Nous aimons Victoria de tout notre cœur, mais nous l'avons vu se débattre avec des décisions financières tout au long de sa vie d'adulte. Nous avons vu de l'argent disparaître dans des entreprises qui ne se sont jamais concrétisées. Nous ne souhaitons pas que le travail de toute notre vie soit perdu dans l'année suivant notre décès. La fiducie n'est pas une punition. C'est une protection. Le visage de Victoria était passé du blanc au gris. Derek fixait la table comme s'il voulait qu'elle l'avale. Harold a ensuite tourné plusieurs pages. Concernant la maison familiale et la propriété environnante, évaluée à environ 4 millions d'euros. J'ai arrêté de respirer. Nous léguons notre maison à notre fille Sierra Ann Thompson. À la condition qu'elle ne puisse être vendue pendant une période de 10 ans. Sierra a été notre réconfort et notre compagne durant nos dernières années. Elle a entretenu notre jardin, nous a tenu la main, et nous a apporté la paix. La maison lui appartient. Elle l'a mérité. Ma vision s'est brouillée. Quelque part au loin, Victoria disait quelque chose, objectant, exigeant. Mais je ne l'entendais pas. Tout ce que j'entendais, c'était les voix de mes parents, me parvenant d'outre-tombe. Il y a encore une chose, a dit Harold. Il a sorti une clé USB de sa mallette. Vos parents ont enregistré un message vidéo destiné à être diffusé lors de cette lecture. Ils y tenaient absolument. La tête de Victoria s'est relevée d'un coup. Quelle vidéo? Je n'ai jamais entendu parler d'une vidéo. C'était le but, Madame Hartley. Harold a connecté la clé à un ordinateur portable, et un instant plus tard, le visage de ma mère est apparu sur l'écran mural. Elle était assise dans notre salon, dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Mon père se tenait derrière elle, sa main sur son épaule. Ils semblaient tous les deux fatigués. Ils semblaient tous les deux déterminés. Mes filles, a commencé ma mère. Si vous regardez ceci, cela signifie que nous sommes partis, et que les choses se sont déroulées comme nous le craignions. Mon père a pris la parole. Victoria, tu es notre aînée. Nous t'avons aimé dès l'instant où tu es arrivée, mais l'amour n'est pas synonyme de cécité. Nous avons vu comment tu traites ta sœur. Nous avons vu la façon dont tu la méprises, la rabaisses, la mets de côté. Les yeux de ma mère brillaient. Sierra, tu n'es pas inutile. Tu ne l'as jamais été. Tu es notre force tranquille. Pendant que Victoria courait après ce qui brille, toi, tu es restée. Tu as pris soin de nous. Tu as été présente. Nous avons changé notre testament après Noël, a dit mon père. Après avoir vu Victoria t'exclure de la photo de famille, après l'avoir entendu dire à ta mère que tu nous tirais vers le bas.
Sa voix s'est brisée. Nous n'allions pas laisser notre mort devenir un autre moyen pour toi d'être effacé. Ma mère a tendu la main vers la caméra. Nous espérons que vous pourrez vous réconcilier. Vraiment. Mais si vous ne le pouvez pas, si Victoria continue sur cette voie, au moins Sierra ne sera jamais chassée de sa propre maison. L'écran est devenu noir. Je ne voyais rien à travers mes larmes. Mais j'ai entendu le bruit de la chaise de Victoria qui reculait, alors qu'elle se levait et sortait sans un mot. Si vous avez déjà eu quelqu'un dans votre famille qui a enfin reconnu votre valeur, même s'il était trop tard, vous savez exactement ce que Sierra a ressenti à ce moment-là. Écrivez enfin dans les commentaires si cette scène vous a touché. Et pour ceux qui se demandent ce que Victoria a fait ensuite, croyez-moi, l'histoire n'est pas terminée. La véritable confrontation allait commencer. Mais d'abord, dites-moi. Pensez-vous que Victoria méritait ce qu'elle a eu, ou était-ce trop sévère? Commentez ci-dessous. Maintenant, revenons à l'histoire. Victoria n'est pas allée loin. Je l'ai trouvée dans le couloir, à l'extérieur de la salle de conférence, appuyée contre le mur, les bras enroulés autour d'elle-même. Derek se tenait à quelques mètres de là, le téléphone collé à l'oreille, parlant à voix basse et urgente à quelqu'un. Une banque, peut-être un créancier, les gens qui tournaient autour de leur vie comme des requins. Quand Victoria m'a vu, quelque chose s'est brisé. Ce n'est pas juste. Sa voix était rauque. Tu ne comprends pas. J'ai une famille à soutenir. J'ai des responsabilités. Tu as une sœur à qui tu as dit de trouver un autre endroit où mourir. Elle a tressailli. Je ne le pensais pas si, tu le pensais. J'ai gardé une voix calme. Tu pensais chaque mot. Tu le penses depuis des années. Tu ne sais pas ce que c'est. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Les investissements de Derek se sont effondrés. Nous devons 400 000 €. La banque va saisir notre maison. Mes enfants vont perdre leur maison. Et toi? Elle m'a pointé du doigt avec un doigt tremblant. Tu n'as personne. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas besoin de l'argent. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air entre nous. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mari. Je n'ai aucune des choses que tu penses qui donnent de la valeur à une personne. J'ai fait un pas de plus. Mais je n'ai pas non plus passé des années à traiter ma propre sœur comme une ordure. Je ne me suis pas tenu dans la maison de nos parents, 3 jours après leurs funérailles, pour te dire de trouver un autre endroit où mourir. Les épaules de Victoria tremblaient. Un instant, elle ressemblait à la petite fille que je me souvenais de notre enfance, perdue, effrayée. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les années où elle m'avait fait me sentir sans valeur. Et je me suis souvenu que la compassion a des limites. J'aurais pu la détruire à ce moment-là. J'aurais pu énumérer chaque commentaire cruel, chaque geste méprisant, chaque fois qu'elle m'avait fait sentir que je ne méritais pas d'exister. J'aurais pu lui dire exactement ce que je pensais de sa vie parfaite, de son image parfaite, et de ses mensonges parfaits. Mais ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas la personne que mes parents ont élevée. Alors, à la place, je me suis appuyé sur ma canne et j'ai parlé calmement. Tu m'as dit de trouver un autre endroit où mourir. J'ai trouvé un endroit. J'ai fait une pause. Ça s'appelle la maison. Le souffle de Victoria s'est coupé. Je ne vais pas jubiler, Victoria. Ce n'est pas qui je suis. Mais je vais fixer une limite. J'ai croisé son regard. Tu ne me parleras plus jamais comme ça. Jamais. Ni en privé, ni en public, ni devant tes enfants. J'en ai fini d'être ton punching ball. Elle me fixait comme si elle me voyait pour la première fois. J'ai une proposition, ai-je continué. La fiducie te donne 50 000 € par an. Ce n'est pas rien, mais je sais que cela ne résoudra pas tes problèmes immédiats. J'ai pris une inspiration. Je suis prête à te prêter ce dont tu as besoin pour rembourser la banque. Sans intérêt, des conditions raisonnables, assez pour sauver ta maison et garder les enfants à l'école. La bouche de Victoria s'est ouverte, puis refermée. Mais il y a une condition. J'ai levé la main. Tu t'excuses publiquement lors d'un dîner de famille, devant tous ceux qui étaient à cette réception commémorative. Tu leur dis ce que tu m'as dit, et tu leur dis que tu avais tort. Le silence régnait dans le couloir. Derek avait interrompu son appel. Il me regardait comme si une deuxième tête m'avait poussé. Victoria a essuyé ses yeux.
Et si je ne le fais pas? Alors tu te débrouilles toute seule. C'est ton choix. Victoria n'a pas répondu. Elle a regardé Derek, qui a regardé le sol. Puis elle a rassemblé ce qui lui restait de contenance, a ramassé son sac, et s'est dirigée vers l'ascenseur. Derek a suivi sans un regard en arrière. Les portes se sont refermées derrière eux, et je me suis retrouvé seul dans le couloir. Harold Whitmore est apparu à côté de moi un instant plus tard, une main douce sur mon coude. Mademoiselle Thompson, nous avons encore des papiers à remplir. J'ai hoché la tête et l'ai suivi jusqu'à la salle de conférence. Le sténographe était parti. La vidéo était éteinte. Il n'y avait que Harold et moi, et le poids de tout ce qui s'était passé. Il a fait glisser des documents sur la table, des actes de propriété, des transferts de comptes, des pages de signature. J'ai signé là où il l'indiquait, ma main tremblant légèrement. Vos parents étaient fiers de vous, a dit Harold alors que je signais la dernière page. Ils me l'ont dit si souvent. Votre mère surtout. Il a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. Elle a dit que vous étiez la seule chose qui rendait ces derniers mois supportables. Je ne pouvais pas parler. Elle a aussi dit autre chose. Harold a sorti une enveloppe scellée de sa mallette. Elle m'a demandé de vous donner ceci après la lecture. Une lettre juste pour vous. J'ai pris l'enveloppe. L'écriture de ma mère sur le devant, pour Sierra. Quand tu seras prête. Une dernière chose. Harold s'est levé et m'a serré la main. Votre père m'a demandé de vous dire qu'il a changé le testament le lendemain de Noël. Il a dit. La voix de Harold s'est étranglée. Il a dit qu'il avait enfin compris laquelle de ses filles les voyait comme des personnes, et laquelle les voyait comme un compte en banque. Je suis sorti de ce bureau avec l'acte de propriété de la maison de mon enfance, 14 millions d'euros dans une fiducie à mon nom, et une lettre de ma mère pressée contre mon cœur. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à du chagrin. Un mois plus tard, j'ai emménagé dans la chambre de mes parents. C'était étrange au début, de dormir là où ils avaient dormi, de me réveiller avec la même vue sur le jardin que ma mère avait eu chaque matin pendant 30 ans. Mais c'était aussi juste, comme s'ils m'avaient gardé une place. J'ai continué ma kinésithérapie 3 fois par semaine. La plupart du temps, je n'avais plus du tout besoin de la canne. Je marchais seul, je préparais mes propres repas, et je commençais à imaginer à quoi pourrait ressembler un avenir. Le quartier avait changé par petites touches. Les gens qui avaient assisté à la réception commémorative, ceux qui avaient ri quand Victoria m'avait qualifié de pleine de ressources, traversaient maintenant la rue quand ils me voyaient. La nouvelle de la lecture du testament s'était répandue, ainsi que celle de la vidéo, de ce que Victoria avait dit et de ce qu'elle avait perdu. Ils étaient gênés. Tant mieux. Victoria et Derek ont vendu leur maison à Greenwich pour 650 000 euros. Après avoir remboursé leurs dettes, il leur restait à peine assez pour un dépôt de garantie sur un appartement de 2 chambres dans une ville à 40 minutes de là. Derek a été renvoyé de son cabinet lorsque ses investissements ratés ont été révélés. Quelque chose à propos de pertes non déclarées et de clients en colère. Il travaillait maintenant dans une banque régionale, pour une fraction de son ancien salaire. Leurs enfants avaient été transférés de l'école privée à l'école publique. Victoria disait aux gens que c'était parce que l'école publique avait un meilleur programme artistique. Personne ne la croyait. Elle m'a appelé une fois, 3 semaines après la lecture. Ton offre est-elle toujours valable? Sa voix était plate, épuisée. Oui. Je ne suis pas encore prête à m'excuser. Je suis restée silencieuse un moment. Alors je ne suis pas prête à faire un chèque. La communication a été coupée. Mais elle avait appelé. C'était quelque chose. Ce n'était pas le pardon. Mais c'était peut-être le début de la prise de conscience. 2 mois après la lecture, j'ai enfin ouvert le journal de ma mère. Je l'avais porté avec moi depuis que Rose me l'avait donné, le gardant sur ma table de chevet, le tenant parfois en m'endormant. Mais je n'avais pas pu le lire. La pensée d'entendre à nouveau la voix de ma mère, même à travers son écriture, me semblait comme ouvrir une blessure que je n'étais pas sûr de pouvoir refermer. Mais cette nuit-là, assise dans son jardin sous les étoiles, j'étais prête. Les entrées étaient banales au début. Des listes de courses, des rendez-vous chez le médecin, des notes sur le temps et sur les plantes qui fleurissaient. Ma mère avait toujours été une femme pratique, même dans ses pensées les plus intimes. Puis j'ai atteint les 10 dernières pages. À propos de Victoria, j'aime ma fille aînée, mais je m'inquiète pour elle.
Elle court après quelque chose qu'elle ne pourra jamais attraper. L'approbation, le succès, l'apparence de la perfection. J'espère qu'elle trouvera la paix un jour. J'espère qu'elle réalisera que ce qu'elle a est suffisant. À propos de moi, Sierra ne sait pas à quel point elle nous a sauvés après l'accident, quand elle a emménagé à la maison. Je pensais que je prenais soin d'elle, mais c'est elle qui prenait soin de nous. Simplement en étant là, en préparant le petit déjeuner, en me lisant des histoires, en s'asseyant avec Robert dans le jardin, elle nous a sauvés d'une solitude dans laquelle je ne savais pas que nous nous noyions. La dernière entrée était datée de 3 semaines avant l'accident. Sierra est mon miroir. Patiente, calme, forte d'une manière que personne ne remarque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'aurais dû le lui dire plus souvent. J'aurais dû dire les mots à voix haute au lieu de simplement les écrire ici. Si tu lis ceci, Sierra, sache ceci, tu n'as jamais été inutile. Tu étais tout. J'ai fermé le journal et j'ai levé les yeux vers le ciel. Les larmes sont venues, mais elles étaient différentes cette fois. Ce n'était pas du chagrin. C'était une libération. 6 mois après la mort de mes parents, j'ai repris le travail, à temps partiel au début, en tant que consultante pour une entreprise d'aménagement paysager à Hartford. De petits projets, rien de trop exigeant, mais ça faisait du bien d'utiliser à nouveau mes compétences, de voir quelque chose de beau naître de rien. Mon premier vrai projet a été le jardin derrière la maison de mes parents. Ma mère avait planté des rosiers, des hortensias, un petit potager qui était devenu sauvage dans les mois qui ont suivi son incapacité à s'en occuper. J'ai tout réaménagé, gardé ces rosiers, ajouté de nouveaux sentiers, construit un petit banc où je pouvais m'asseoir et me souvenir. C'était la première chose que je créais depuis mon accident. Ça ne gagnerait aucun prix, mais c'était à moi. C'était chez moi. Victoria a envoyé une lettre 4 mois après la lecture du testament. Pas un appel, pas une visite, une lettre. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à ce que j'ai dit, à tout ça. Je ne suis pas prête à m'excuser devant tout le monde. Je ne sais pas si je le serai un jour, mais je veux que tu saches que j'essaie de comprendre pourquoi je suis devenue cette personne. Et je suis désolé, même si je ne peux pas encore le dire à voix haute. Je suis désolé. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau, à côté du journal de notre mère et de la carte de visite de notre père. Ce n'étaient pas les excuses que j'avais demandées. Ce n'était pas public. Ce n'était pas une prise de responsabilité. Mais c'était quelque chose. Nous ne sommes pas devenus proches après ça. Nous ne le serons probablement jamais. Mais nous pouvions être dans la même pièce sans prétendre que l'autre n'existait pas. Nous pouvions nous échanger des cartes d'anniversaire. Nous pourrions peut-être construire quelque chose de nouveau. Mon nom est Sierra Thompson. On m'a dit que j'étais inutile. On m'a dit de trouver un autre endroit où mourir. J'ai trouvé un foyer à la place. Si l'histoire de Sierra vous a rappelé que votre valeur n'est pas définie par ce que les autres pensent de vous, je veux avoir de vos nouvelles. Écrivez et les limites sont importantes dans les commentaires si cela a résonné en vous. Et si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, partagez votre histoire ci-dessous. Je lis chaque commentaire. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la vidéo dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'avoir regardé.